Ok, merci Stéphane pour cette mise en scène sur la cheville. On va passer au coude. Et donc Yacine va nous parler Encore vous embêter. Voilà. D'une épicondylite au coude. Ouais. Et il nous faut dans l'assemblée un coude. Yacine. Il me faudrait un cobaye qui ait une douleur épicondylienne. Il y en a forcément un parmi vous. En fait, l'objectif, c'est de vous montrer très sommairement et rapidement comment on examine quelqu'un qui se présente à votre consultation avec une douleur épicondylienne. Le message, c'est que toutes les douleurs latérales du coude ne sont pas une épicondylite. Donc, c'est vrai que c'est le diagnostic le plus fréquent. L'épicondylite, c'est 3% en fréquence au niveau de la population mondiale. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, la tendinopathie épicondylienne. Mais tout n'est pas une douleur épicondylienne tendineuse, et donc il faut savoir ne pas passer à côté du reste, tout simplement. Usuellement, donc, le patient qui va se présenter à nous en consultation, on va lui demander où il a mal, il va nous faire avec la main, grosso modo là. C'est pas très précis, c'est assez latéral, mais le plus souvent c'est un concept également de maladie professionnelle ou d'accident de travail. C'est rarement un tennisman. Je dois en voir 2 par an, des tennisman uniquement, alors que j'en vois mais au quotidien. C'est plus une tendinopathie fissuraire et non une inflammation, l'épicondylite. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de déterminer la localisation de la douleur. Et donc, il va falloir examiner le coude. Soutien-gorge, ça n'accroche pas, je suis désolé. Voilà, là c'est bon. Non plus. Ouais. Donc l'objectif, en fait, c'est de localiser précisément l'endroit de la douleur. Bien souvent, le relief osseux épicondylien, le court extenseur radial du carpe, donc c'est le tendon qui est incriminé en général, se situe juste en avant. Et donc, la plus grosse douleur, lorsqu'il y a une tendinopathie épicondylienne fissuraire, se trouve ici, juste en avant du tendon épicondylien. Et bien souvent, lorsqu'il y a une contraction de la masse musculaire de la loge antéro-externe, une douleur située à peu près à 6-8 cm de l'épicondyle en pleine masse musculaire. Alors ça, souvent, ça signe qu'il y a une irritation neurologique, la branche postérieure. C'est une branche purement motrice et donc c'est souvent les mauvaises contractures et les co-contractures qui vont provoquer cette douleur-là. Pour examiner une tendinopathie épicondylienne, c'est assez simple en fait. Il y a 2 tests à faire uniquement qui ne sont pas compliqués. On met le bras à 90 degrés, on détend le court extenseur radial du carpe et on va demander au patient de faire une extension active de son poignet contre résistance. Vas-y Stéphane. Et en général, ça tient plutôt bien. Il y a une petite sensibilité. On va potentialiser le geste en mettant le bras en hyperextension. Donc là, on va étirer les fibres du court extenseur radial du carpe. Et là, on va faire le même test. On va demander de faire une hyperextension contrariée. Et en général, ils n'y arrivent pas. C'est de suite, le poignet tombe, ils retirent la main. Ils ne peuvent pas tenir la contre-résistance. Et ça, vraiment, ça nous oriente vers une pathologie du tendon à son accroche épicondylienne du court extenseur radial du carpe. Ce qu'il faut savoir, je vais faire après une échographie pour vous montrer l'anatomie, mais ce qu'il faut savoir dépister et qui n'est pas si rare que ça finalement, ce sont les instabilités qu'on dit postérolatérales de la tête radiale. C'est des patients qui à l'interrogatoire vont vous relater des micro-traumatismes répétitifs, que ce soit au travail, les patients qui travaillent dans les espaces verts, les manutentionnaires, les déménageurs. Et donc, il va avoir une petite subluxation de la tête radiale. On va mettre l'avant-bras sur la cuisse au repos et saisir entre le pouce et l'index la tête du radius. Et l'objectif, c'est de la translater en postérieur pour voir s'il y a un tiroir postérieur. Et donc, on va vraiment faire des manœuvres latérales, ne pas trop appuyer parce que la douleur à l'appui va peut-être les gêner. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une petite subluxation. En cas d'hésitation, c'est des patients un peu jeunes, un peu hyperlaxes, il ne faut pas hésiter à faire un test comparatif pour ne pas se mettre en tête qu'il s'agit d'une hyperlaxité alors que c'est du constitutionnel uniquement. L'autre test qu'on va faire pour rechercher une instabilité, c'est tester
en varus et en valgus les instabilités ligamentaires. Donc on va mettre le bras en hyperextension, faire un contre-appui ici médial et rechercher par un mouvement comme ça de varus une douleur ou une instabilité en portant d'un petit cloque significatif. Et l'autre test que l'on fait régulièrement, Stéphane, si tu veux bien t'allonger sur le dos, c'est de ce côté, voilà. Quoique, non, mets-toi de l'autre côté, parce qu'ils verront mieux. La tête du radius, lorsqu'elle est instable, elle se luxe le plus souvent en hyperextension du coude et en supination. Donc l'objectif, c'est de passer d'une flexion du coude en pronation à une extension du coude en supination et en mettant un mouvement ici de valgus, parce que ça va entraîner l'humérus en médial et la tête va se translater en subluxation postérieure. Donc on part en position de flexion, poignet en pronation, je pousse sur l'humérus côté médial et je vais aller tourner le poignet en supination et étendre le coude. Et je vais le répéter, ce mouvement. Je pousse l'humérus et je fais des mouvements de pronosupination en passant de la position de flexion du coude à l'extension. Et je vais entendre un petit craquement, un petit cloquement ou un patient simplement qui ne va pas me laisser faire. Et ça va nous signifier une instabilité ici, qui est l'instabilité la plus fréquente au niveau du coude, l'instabilité postéro-latérale. Je te remercie, Stéphane. Dans les autres diagnostics différentiels d'une douleur latérale épicondylienne, en fait, c'est surtout la radiographie qui nous aide, mais on peut également réaliser des mouvements compressifs. On met la main à l'arrière du coude, on prend le poignet et on va pousser vers l'arrière en faisant des mouvements de pronosupination. L'objectif, c'est de pousser la tête du radius contre le condyle externe et s'il y a des signes d'arthrose condylienne externe, on va provoquer un grincement, comme un grinding test, un raclement douloureux pour le patient, comme on peut le faire pour la rhizarthrose en prenant le pouce et en le tournant, en le poussant le trapèze sur le métacarpien. On fait la même chose en poussant la tête du radius contre le condyle externe. Et bien sûr, la radiographie est fondamentale pour déterminer cette arthropathie. Ce qui est fondamental également dans l'exploration de la douleur latérale épicondylienne, c'est notre ami échographe. Ça nous permet vraiment de faire un diagnostic très précis. Et donc là, je vais faire une échographie du coude de Stéphane. Alors, je vais te demander à nouveau de t'allonger. Merci. Oui, ça va aller. Du mou, je puisse moins avoir les. Est-ce qu'il est possible, je crois que c'est dans l'atelier à côté, d'éteindre les lumières? Ouais. Je crois qu'il y a un atelier au fond, si tu peux éteindre la lumière, parce que là on voit vraiment rien. C'est la lumière du jour, l'effet du jour. Éteindre tout ce qui est périphérique peut-être. Elles sont rapides. Je vais mettre peut-être de l'hypergain, peut-être qu'on va y voir mieux. Dans un échographe, en fait, on a différents modes. On a le mode scénologie, le mode partie molle, le mode muscle et le mode neurologique. Et donc, on va nous sélectionner le mode ici, partie molle, ce que l'on va explorer. Non, c'est bon, t'embête pas. Alors, l'objectif, en fait, c'est de mettre la sonde échographique pile sur la zone épicondylienne. Ici, c'est la tête du radius. Ici, c'est le massif épicondylien.
Et là, c'est la gouttière dans laquelle va s'accrocher l'ensemble du massif des tendons épicondyliens conjoints. Là, j'étais très en avant, donc il s'agit du court extenseur radial du carpe et de l'extenseur digital commun. L'interne articulaire est ici, et on va voir un bout de ménisque huméro radial ici. L'interligne est là. Quand il y a une fracture de tête radiale, l'échographie est un excellent examen, puisqu'on voit une rupture de la corticale ici, la tête du radius. Je vais vous montrer par des mouvements de pronospination que l'on peut parfaitement bien visualiser la tête du radius. Stéphane, donc tu vas faire des mouvements de pronosupination du poignet. Et donc on voit se mobiliser. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Peut-être fais-le de manière... Attends. Peut-être plus alternative encore. Vas-y. Voilà. Et ici, on a la tête du radius qui tourne, ce qui nous permet parfois de diagnostiquer des petites fractures qu'on ne voit pas très bien à la radiographie, parce que ça, c'est des petites fissurations de la cupule radiale notamment. Je te remercie, Stéphane. Et donc, l'objectif, c'est de bien visualiser le tendon épicondylien. Stéphane, je t'annonce que tu as une petite fissure. On va essayer de la montrer, si tu veux t'asseoir pour la voir aussi. Hein. Est-ce que ça te concerne, hein? Tu vas rester là ce soir, effectivement. Le pointeur, où est-ce que j'en ai fait le pointeur? Ah, il est là. C'est dommage qu'on n'ait pas bien les images en relief, mais Stéphane a une fissure qui est juste ici. En fait, c'est un trait longitudinal. Forcément que je vois mieux moi sur mon échographe que vous ici en plein écran, mais Stéphane commence à avoir un peu plus de 40 ans, je crois. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez physiologique. Non, tu as 28 ans, c'est ça, Stéphane? Pas loin, 28 ans et demi. Et donc, il est très fréquent chez les plus de 40 ans d'avoir des images fissuraires épicondyliennes. Ça ne veut pas dire pour autant que la tendinopathie fissuraire est pathologique. C'est pourquoi il est primordial aussi que lorsqu'on prescrit une échographie, de prescrire également un Doppler puissance, pas un Doppler couleur. On ne cherche pas à savoir le flux. Nous ne sommes pas des chirurgiens vasculaires. On ne demande pas si c'est un flux de droite à gauche, s'il est rapide, pas rapide. Nous, ce qu'on recherche sur un Doppler puissance, c'est une hyperémie. Et donc, on va pouvoir savoir s'il y a un recrutement vasculaire important. Et s'il y a une hyperémie, c'est d'autant plus que cette hyperémie sera importante, d'autant plus que cette tendinopathie sera active, c'est-à-dire qu'elle sera douloureuse, avec des patients qui vont être extrêmement algiques. Lorsque le Doppler est négatif, on sait très bien qu'il s'agit juste d'une tendinose banale, dégénérative, usuelle du patient qui a plus de 40 ans. Le point de repère ici, osseux également, c'est à cet endroit-là que l'on fait sous échographie les ténotomies d'allongement lorsque l'on opère ces épicondylites rebelles au traitement médical. Et c'est ici que l'on va injecter le plasma riche en plaquettes après avoir activé la lésion en faisant la ténotomie, le microcriblage, et là-dessus les plaquettes seront actives. Injecter juste les plaquettes seules donne un résultat plutôt aléatoire. Il faut aller activer le tendon pour recréer la lésion, recréer un processus cicatriciel à la phase 0, et là-dessus on injecte du PRP pour avoir une belle efficacité. Je te remercie Stéphane de ta collaboration. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux tendinopathies épicondyliennes qui sont assez fréquentes? Merci beaucoup Stéphane. Je crois que tout le monde va aller se balader. Donc je pense que c'est à toi de conclure. Ah, le docteur Guillot a une tendinite. Juste, je remets le cadeau. Bravo. Alors je vous signale que c'est un vin spécial. C'est un vin qui a été fait par un chirurgien du pied. C'était l'ancien vignoble du docteur Barouk, père. Donc c'est vraiment une histoire dans le pied. Hein. Merci. Bon, eh bien, on conclut cette journée en vous remerciant de votre participation. J'espère que ça aura été intéressant. On a vu beaucoup de choses.
Voilà. Donc rendez-vous l'année prochaine. Je ne serai pas l'organisateur, mais on va en trouver un autre. Allez. Ouais.